Parmi tous les genres de jeux que j'ai toujours aimés, il y a clairement le RPG et le jeu de plateforme. Ces amours-là ont pu faiblir par moments, mais je suis toujours revenu sans me poser trop de questions. Et même quand j'oublie ces genres pendant un moment et que j'y reviens, c'est en général pour jouer à des monuments, des choses qui ravivent immédiatement la flamme. Et quand j'étais petit, les jeux d'horreur, c'était vraiment quelque chose aussi. Je les ai toujours beaucoup aimés. Il y a eu une époque bénie de la PlayStation 1 et 2, avec des tonnes de titres légendaires. Et je crois qu'aujourd'hui, ces jeux-là, non seulement ne me font plus d'effet, mais surtout ne m'intéressent plus. Je n'arrive plus à y trouver quelque chose qui me plaît. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'inverse, j'adore toujours les films d'horreur. Je suis resté connecté à ce qui y sort. Je vais voir les plus attendus. Je connais quelques pépites cachées à droite à gauche. On en reparlera sûrement en temps voulu. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'inverse du cinéma, un genre mouvant qui arrive encore à se réinventer efficacement avec peu de moyens, et j'en veux pour preuve le dernier Backroom que j'avais adoré lorsque j'y étais allé, alors que je ne croyais pas du tout en lui, les jeux d'horreur, eux, ont fini par générer chez moi une forme de désintérêt global. Un désintérêt que j'ai du mal à combattre et où, dans le fond, je me dis simplement que je n'ai plus autant d'amour à jouer à ces jeux-là. Et pourtant, le dernier Silent Hill m'a mis une vraie claque, du moins une demi-claque, alors que je m'y attendais absolument pas. J'étais sûr de le détester comme 99% des opus de cette série, mais non, il a su me cueillir là où je ne l'attendais pas, et il m'a aussi fait me poser des questions, parce que même lui, que j'ai su apprécier, a mis en lumière deux ou trois choses auxquelles je réfléchissais en y jouant. Ça m'a permis de me rendre compte que c'est peut-être un genre qui a besoin de vraies discussions autour du game design, d'une vraie réflexion sur sa conception pour tenter de se réinventer, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il est en déclin. Au-delà du simple fait que je n'apprécie plus vraiment ça, je pense sincèrement qu'il y a un problème avec ce genre de jeu. Je comptais d'ailleurs faire cette vidéo à chaud avec très peu de recherches, mais en creusant un peu dans les critiques, les discussions et même les propos de développeurs, j'ai retrouvé énormément de frustrations qui rejoignaient les miennes, et on va voir ça ensemble. Le paradoxe, c'est que les mécaniques créées pour produire de la peur finissent parfois par produire exactement l'émotion inverse. Ça provoque de l'agacement. Avant même que je développe, je pense que plusieurs d'entre vous voient déjà très bien de quoi je parle, un élément censé susciter la peur qui, à force de répétition, d'apparition, finit par ne plus générer que de l'agacement. J'ai l'impression que ce dosage à trouver pour ne pas transformer la peur en lassitude est presque intrinsèquement lié au genre. Parce qu'une fois que tu comprends les règles, le monstre ou les effets deviennent une sorte de mécanique. Et ça, je crois que c'est particulièrement propre aux jeux vidéo. Au départ, lorsque la première rencontre avec une difficulté, un monstre ou un événement terrifiant, on se dit tous: oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Waouh, putain, ça pète à la gueule quoi. Ça suscite de la peur et ou au moins de l'étonnement. Sauf que 2 heures plus tard, le même effet commence à créer des espèces de connexions dans ton cerveau. Dans le sens où tu comprends que le phénomène n'est finalement que programmé. Tu te dis, ok, le monstre fait ça, donc moi je dois répondre comme ça. Ah ok, là le monstre il fait sa ronde toutes les 30 secondes, donc si je me mets derrière la caisse à ce moment-là, je peux traverser sans souci. Et c'est précisément là où l'horreur meurt. Quand on arrive à expliquer, à comprendre ou à lui apposer des règles, l'horreur meurt. C'est lorsque l'ennemi devient prévisible, qu'il ne fait plus peur et que la mort n'a plus d'importance. C'est que ce qui transforme la tension en routine. À partir du moment où l'ennemi devient une nuisance à contourner, tu ne ressens plus la peur, ça devient une sorte de jeu d'infiltration. C'est carrément le truc qui fait changer le genre de jeu en cours de route. Honnêtement, je suis sûr que vous l'avez tous vécu. Tu démarres un jeu d'horreur, et à force d'infiltration, de te cacher, mine de rien, tu enclenches en toi des espèces de mécaniques propres au jeu d'infiltration. Et du coup, voilà la question à laquelle le jeu d'horreur doit répondre et qui me semble presque impossible. Le genre doit t'apprendre à jouer comme tous les jeux, mais plus il t'apprend comment fonctionne son horreur, moins celle-ci fonctionne. Alors comment répondre à ça? Peut-être, je sais pas, en variant les effets, les apparitions et d'autres choses, mais soyons honnêtes, ça devient très vite compliqué.
Et c'est là où le genre est en train de se perdre. C'est que, soyons honnêtes, c'est vraiment difficile de le réinventer. Petite parenthèse très personnelle. S'il y a un genre de jeu que je n'aime pas, et il y en a plusieurs, hein, comme les jeux de sport par exemple, je n'y touche pas, eh bien il y en a un qui est aussi assez reconnu, c'est les jeux d'infiltration. Je déteste ça, ça me rend fou, et même physiquement, dès que j'incarne un personnage qui doit se cacher, qui s'infiltre, eh ben, ça me donne automatiquement envie d'aller aux toilettes. Voilà, je sais pas pourquoi, 3615 ma life, je vous raconte ma vie, j'ai vraiment sans arrêt envie d'aller pisser lorsque je joue à un jeu d'infiltration. Le moindre Splinter Cell, c'est au moins 5 ou 6 allers-retours, tellement ça m'impacte. Mais plus que d'être impacté, eh bien ça m'ennuie. Ce sont toujours plus ou moins les mêmes mécaniques. Je n'y trouve aucun amusement. On pourrait me rétorquer la même chose pour les RPG, où les mécaniques se répètent, voire même les jeux de plateforme, hein, que j'adore tant. Mais là, c'est un genre qui ne varie pas et qui, manette en main, ne m'apporte vraiment aucune satisfaction. Et justement, dans les jeux d'horreur, on a ça, le fameux gameplay du cache-toi dans un placard. Amnesia, que j'ai adoré à l'époque, a popularisé l'idée du personnage vulnérable. Puis Outlast, Alien Isolation, Layer of Fear, et beaucoup d'autres ont repris différentes variantes de cette formule, comme si c'était devenu un sous-genre à part entière. Le problème, c'est qu'après 15 ans de titres comme ça, quand tu vois un placard, tu sais ce qui va arriver. Ça devient prévisible. Tu sais que tu as ce point d'ancrage pour souffler et réfléchir et ton cerveau se met inconsciemment à se dire « Ok, si je vois un placard, je sais qu'il y a un monstre qui va me poursuivre à un moment. » Paradoxalement, l'objet censé annoncer le danger finit par spoiler le danger lui-même. Il se tire une balle dans le pied. Et c'est là que c'est terrible dans cette histoire. Et pour continuer dans l'emprunt fait à l'infiltration, le jeu d'horreur a un peu trop pioché de ce côté-là. On se trouve souvent contraint dans des boucles, à savoir tu es caché sous une table, le monstre passe, tu attends, il repasse, tu peux passer ou alors tu attends encore le temps de vraiment te lancer. Peut-être que lorsque tu passes, ça va déclencher une course-poursuite, si les développeurs ont voulu scripter ça, puis la phase se termine, checkpoint, et on recommence au même endroit. Parfois, on en vient même à essayer de comprendre une boucle pour simplement passer entre les rondes, et certains jeux d'horreur finissent par devenir des jeux où l'on doit vaincre des gardiens de poste plutôt que de vraies expériences d'horreur. Alors, petit aparté, ceci dit, dans l'idée, c'est très cinématographique. Le jeu d'horreur, il a beaucoup envie de prendre des idées aux films d'horreur, voire même aux films de suspense. Mais ça, tout ça, c'est propre au film. Le jeu d'horreur, il doit te faire jouer, il doit te la faire ressentir dans ta chair, l'horreur. Et c'est là où je vais pas blâmer complètement ces scènes où tu dois t'infiltrer, survivre à des courses-poursuites. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour créer un jeu d'horreur? Eh bien, je ne crois pas. Autre exemple, souvent aussi la mort a très peu d'implications. Je suis pas un grand fan des Souls-like, mais je dois leur reconnaître que chaque mort a des conséquences assez terribles. Et que ça, eh bien, ça fait vraiment peur manette en main. Malheureusement, les jeux d'horreur sont tellement scriptés qu'une mort te ramène juste au checkpoint précédent et tu peux recommencer sans jamais être vraiment pris par surprise, si ce n'est sur ta première run. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas ce que vous en pensez, hein, une mécanique qui permet de craindre un peu la mort. Les premiers Resident Evil faisaient craindre la sauvegarde, c'est presque pareil. Hein. Tu n'avais que très peu de rubans encreurs, donc tu étais obligé d'avancer intelligemment, et je crois que c'était une bonne manière de répondre à ce problème. Et c'est peut-être dommage qu'on ait perdu le goût de chercher quelque chose qui nous fasse un minimum craindre la défaite, alors que cet élément tout simple pourtant existe dans des jeux qui ne sont même pas des jeux d'horreur. J'ai joué à des tonnes de Souls-like et vraiment, jamais la mort ne m'a fait aussi peur que dans ces jeux-là. Et c'est pas normal que ça n'a pas été plus tôt dans des jeux d'horreur. Autre point essentiel, dans les jeux d'horreur, il y a souvent pas mal de corvées à faire. Tu comprends que la porte à passer est celle-ci, mais il manque la clé. Trouve une pince pour ouvrir un autre endroit, coupe la chaîne, trouve le fusible, remets le courant, trouve 3 symboles, trouve la poignée cassée, remets 4 photos dans le bon ordre, dans le bon cadre, ou le code pour ouvrir la porte, ça devient un peu chiant. Et plutôt que d'avoir peur, tu te transformes en technicien de maintenance. Honnêtement, dans beaucoup de ces jeux, je me suis dit que si tu deviens très fort à un jeu d'horreur, mais tu peux te reconvertir en électricien, tellement que ce sont les seules actions qu'on te demande de faire à force. Je sais pas, peut-être que les fans de jeux d'horreur sont aussi peut-être fans de bricolage, je sais pas, il faudra leur demander. Et ce point est évidemment lié à un autre
essentiel, c'est ces maudites énigmes. Je n'ai aucun souci en soi avec l'énigme, d'accord? C'est un concept de jeu comme un autre. Quand je joue à un jeu d'énigmes, à un puzzle game, voire une petite enquête en jeu de société, je m'y investis sans problème. Le souci, c'est que le jeu d'horreur est truffé d'énigmes et souvent utilisé comme du remplissage. Ces jeux n'ont rien trouvé d'autre pour ralentir un peu l'action et te forcer à rester dans leurs environnements que de te faire faire des allers-retours pour récupérer des collectibles, trouver une clé dans une armoire, des indices pour un code. Et dans le meilleur des cas, c'est déjà ça, hein. Parce que parfois, on a le droit à des énigmes ultra alambiquées, inspirées des point and click les plus ridicules du genre, où tu dois répondre à quelque chose de bien trop cryptique pour que sa solution t'apporte la moindre satisfaction, la moindre récompense pour ton intelligence ou ta recherche. Combien de fois je me suis retrouvé devant une soluce à découvrir la solution sans comprendre pourquoi c'était celle-là. Je ne connais rien de plus frustrant dans le jeu vidéo. Et pourquoi vouloir à tout prix nous graver des énigmes dans l'aventure? La personne qui joue à un jeu d'horreur, elle vient pour quoi à la base? Elle vient pas pour répondre à un questionnaire, elle vient pas pour ouvrir un passage secret derrière la statue antique. Elle vient pour avoir peur, pour se confronter à l'horreur. Cet ajout de l'énigme me semble donc plus que questionnable, et j'en viens à me demander si elle n'est pas simplement là pour étendre artificiellement la durée de vie. Et c'est pour ça que je me méfie aujourd'hui énormément de Silent Hill, puisque là-dedans ça pullule d'énigmes. En dehors de ce contexte précis, je le répète, je n'ai aucun souci avec le concept d'énigme. Mais quand tu es pris dans un jeu d'horreur et que tu veux que l'histoire avance, et que tu te retrouves face à ces bidules-là, la cassure de rythme est assez grosse pour me faire pousser un soupir à chaque fois. Il y a maintenant une mécanique que j'ai pu apprécier fut un temps, hein. Doom 3, qui était plus un jeu d'action, mais qui avait eu le bon goût de nous mettre une lampe de poche, très utile en main à l'époque pour moi, hein, c'était une petite révolution, et je m'étais amusé comme un fou avec ça. À me dire, oh là là, on va devoir de temps en temps jouer avec la lampe torche, parce que c'est vrai que comme on n'y voit pas grand chose, le jeu semble nous pousser, voilà, à nous faire vivre des petites phases d'horreur grâce à ça. Puis on a eu des jeux qui s'amusent à faire de la lumière une ressource épuisable, et ta bougie ou ta lampe torche se met à avoir plus faim qu'une Game Boy Color. Oui, ça crée de la tension, oui, le manque de ressources crée de la peur, mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu n'as plus de lumière? Tu t'arrêtes simplement de jouer, t'arrêtes le jeu, tu dis allez terminé, tu relances la sauvegarde d'il y a 1 heure et demie? Est-ce que c'est pas juste absurde de faire ça au bout d'un moment? Dans le dernier Silent Hill, que j'ai eu beau apprécier, les armes peuvent se casser. Il y a eu un moment où j'ai mal joué, j'ai mal compris une énigme, notamment voilà, l'énigme dans le champ, hein, pour celles qui savent de quoi je parle, et j'ai utilisé toutes mes armes bêtement. Je me suis retrouvé à courir comme un débile sur tout un segment, sans pouvoir me défendre. Donc le manque de ressources, pourquoi pas? J'ai envie de dire que sur Silent Hill, ça pouvait plus ou moins fonctionner. Encore que dans le cas précis, eh ben c'est chiant, parce que je fais comment maintenant pour retrouver une arme? J'en ai plus. Donc je fais quoi? J'arrête de jouer, je cours comme un débile en faisant des allers-retours, en attirant le monstre de l'autre côté de la map, en revenant en courant sur l'énigme pour essayer de vite la comprendre le temps qu'il revienne vers moi. C'est complètement con. Tout comme un autre point qui commence à me lasser, c'est les histoires qui doivent absolument se donner un genre de mystère. On nous donne à récupérer des notes partout, tout le temps. Je sais pas comment les gens se sont dit que c'était une bonne idée. Les joueurs vont juste s'arrêter et se mettre à lire un texte. Moi, j'ai pas de souci, je suis un gros lecteur à la base. Mais quand je joue à un jeu vidéo, j'ai pas envie de m'arrêter toutes les 5 minutes pour lire le petit texte de lore que t'as pas su intégrer dans ton jeu. Parfois, ils ont même l'audace de nous coller des documents très longs à lire pour un gain d'informations finalement très faible, trop cryptique ou avec trop peu de lien avec ce qu'on est en train de vivre. Et là, mais c'est insupportable. Je dis pas, par moment, ça peut être agréable à lire si on est récompensé par une information cruciale. Et c'est d'ailleurs parfois le cas dans un document sur 5, notamment, encore une fois, dans le dernier Silent Hill F, par exemple. Mais il y a des jeux où tu ramasses une dizaine de documents sans jamais comprendre l'intérêt de les avoir lus. Autre sujet dont je sais que tout le monde a envie de parler, le jumpscare, le fait qu'un truc surgisse rapidement pour te faire sursauter, personnellement, au cinéma, ça ne me dérange pas du tout. Ça peut faire partie de l'expérience, et quand c'est utilisé à outrance, d'accord, ça devient terriblement lourdingue. Mais quand il y en a un ou deux bien placés, tu n'en retiens que le positif, et ça participe vraiment à l'ambiance. C'est vrai en revanche qu'il y a des jeux
un peu trop narratif, un peu trop walking simulator, qui joue peut-être un peu trop sur ce ressort-là. Je sais que ça déplaît à beaucoup de monde, moi ça ne me pose, j'avoue, aucun problème, mais je comprends que ça puisse être un souci récurrent du genre, du moins c'est celui que j'ai pu lire qui est revenu assez souvent. Ce qui est assez curieux de la part de gens qui vont être amateurs de jeux d'horreur et qui n'ont pas forcément la patience de supporter les jumpscares, mais allez, pourquoi pas. Je peux comprendre qu'on soit plus là pour une ambiance. D'autant qu'on connaît tous la grammaire du jumpscare. La musique qui monte en tension ou au contraire le calme total avant d'arriver dans un endroit exigu où quelque chose va te sauter à la gueule. Depuis les débris sur ta droite, si j'avais vraiment une chose à reprocher au jumpscare dans le jeu vidéo, c'est que parfois ils ont un côté un peu trop prévisible. Mais c'est surtout dans les walking simulators plus que dans les jeux d'horreur en soi. Mais pour ne pas rester que dans les négatifs, il y a quand même quelque chose d'intéressant en ce moment. La manière dont un certain aspect graphique redonne ses lettres de noblesse au genre. Vous l'avez sûrement remarqué, l'esthétique PlayStation 1, Nintendo 64 revient de plus en plus, notamment dans le jeu indépendant. On a de plus en plus de titres qui reprennent ces textures baveuses, ces gros pixels, parce qu'au-delà du côté rétro, ça permet un univers beaucoup plus évocateur. Et ça, c'est vraiment une direction que j'ai envie d'encourager. Elle est peut-être passionnante d'un point de vue de la stylisation de l'environnement, plutôt que de pousser systématiquement vers l'hyperréalisme. Suggérer plutôt que de montrer permet, comme vous le savez très certainement déjà, de générer plus de peur et de rendre le tout beaucoup plus efficace. Il y a aussi des choses que je connais moins bien, sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre, mais j'observe un regain général des jeux d'horreur à mascotte. C'est pas ma génération, ça m'a jamais intéressé. Five Nights at Freddy's et compagnie, je m'en fous complètement, mais c'est vrai que c'est devenu un sous-genre au succès retentissant qui pourrait bien redonner ses lettres de noblesse au genre en s'appuyant sur des mécaniques plus simples, quitte à jouer davantage sur le jumpscare et à manquer de subtilité, en plus d'un merchandising parfois assez agressif. Je comprends ce qu'on puisse en penser du mal, mais j'ai pas envie qu'on s'arrête trop là-dessus. Parce que c'est pas un sujet que je compte creuser prochainement. En résumé de tout ça, je crois qu'avant tout, c'est une question de dosage. Quand les munitions sont rares, que ton inventaire est limité, que ton personnage est vulnérable, tous ces éléments génèrent du stress, et en soi, c'est une bonne chose. Il faut ce stress pour créer et entretenir la peur. Mais à trop haute dose, ça devient juste lourd. Et comme je le disais au début, ça crée l'agacement. C'est pour ça que, à mon sens, le jeu d'horreur est aujourd'hui un vrai casse-tête pour le game designer. Parce qu'en plus de prévoir des mécaniques efficaces, il faut trouver un dosage parfait pour éviter l'agacement et l'ennui. Et soyons honnêtes, l'horreur supporte très mal le remplissage. Il y a très peu d'heures de jeu réelles réunies dans ce genre, parce que dans le meilleur des cas, soit le jeu d'horreur se transforme en jeu d'action, soit il n'est simplement plus efficace. Et c'est là que ça devient vraiment difficile. Parce que la peur, si on y réfléchit bien, c'est une émotion très difficile à étirer. Plus on tire dessus, plus elle finit par casser. À l'inverse du rire, une fois que tu es déjà dans le mood de rire, on peut te faire provoquer un sourire. Mais l'horreur, c'est difficile sur plusieurs heures. Et mettons-nous à la place du joueur lambda. Quand tu mets 60€ dans un jeu en espérant avoir un peu peur et qu'au final, il te dure au grand maximum 15 heures avec du remplissage d'énigmes qui bloquent une progression qui aurait pu durer 4 fois moins de temps sans ces murs artificiels. C'est difficile de ne pas ressortir avec un sentiment de frustration plus fort que tout le reste. En résumé, je veux pas forcément plus d'horreur. Je veux un meilleur dosage. Je veux de l'horreur plus concentrée. Toutes ces expérimentations qu'on a connues au fil du temps nous apprennent des choses. C'est que suggérer un monstre plutôt que le montrer pleinement peut être très efficace, comme au cinéma. Le manque de ressources à bonne dose aussi. La mort ou un système de sauvegarde limité peut rajouter de la tension. Et tout ça mis bout à bout donne envie d'explorer d'autres pistes de game design qui pourraient redonner ces lettres de noblesse au genre. En tout cas, si j'ai fait cette vidéo, c'est pas juste pour me plaindre et dire que je ne jouerai plus à ces jeux-là. Au contraire, je reste curieux et je continuerai d'y croire, de croire à un renouveau du genre. Ce qui est certain, c'est qu'il en a vraiment besoin. Comme j'ai essayé de vous le montrer ici, et je serais curieux d'avoir vos arguments, vos contre-arguments et vos propres expériences. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté? Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.